allons travailler ensemble sur la série numéro 2, qui se rapporte bien sûr au premier chapitre qui s'intitule la mesure et l'observation de l'activité économique. Dans ce chapitre, nous avons eu recours à la comptabilité nationale comme méthode permettant de mesurer et chiffrer la grandeur ou bien ce qu'on appelle l'agrégat de l'activité économique dans ces trois optiques, à savoir l'optique production qui s'intéresse à la valorisation des biens et des services produits par l'économie, et l'optique revenu qui s'attache à la notion de répartition de la valeur ajoutée aux différents agents ayant contribué à la réalisation de cette valeur ajoutée, et finalement l'optique dépense qui met l'accent sur l'utilisation des revenus pour leur destination dans l'économie. Commençons d'abord par le premier exercice. Voilà. Le travail à faire étant le calcul du revenu national selon la méthode directe qui tient bien sûr compte de l'ensemble des revenus, des différents revenus perçus par les agents résidents en contrepartie de leur participation à la production, que ce soit en termes de salaire, c'est-à-dire le facteur travail, de profit, c'est-à-dire facteur entreprise, ou des intérêts, c'est-à-dire facteur capital. On aura alors, d'après les données que vous avez dans le donc le revenu national est égal au salaire plus intérêt plus profit. Donc finalement, donc, le revenu national est égal à 350. Voilà. Donc la deuxième question va nous amener à calculer le revenu national selon la méthode indirecte à travers l'optique produit. Donc le revenu national peut également être évalué de façon indirecte à partir du produit. Pour cela, donc le produit dont il s'agit est le produit national et non le produit intérieur brut. Une autre remarque, c'est que le revenu national ne doit pas tenir compte des coûts de production non liés à des facteurs de production, à savoir les amortissements et les impôts indirects nettes de subvention. Tout simplement pourquoi? Parce que ceux-ci ne constituent pas des revenus de facteurs de production. Donc dans cette optique, on aura donc le revenu national est égal au produit national net au coût du facteur. Donc d'après donc vous avez, on doit calculer. Nous avons tout d'abord la production intérieure brute. Donc il faut ajouter donc les services non commercialisés. Donc on obtient donc le produit intérieur brut. Puis il faut ajouter la balance des revenus extérieurs des facteurs. Voilà, on obtient donc le produit national brut au prix des marchés. On doit retrancher les amortissements comme je viens d'expliquer. Donc on obtient le produit national net au prix de marché. Donc le passage du prix de marché au prix des facteurs nécessite ou bien la soustraction des impôts indirects et des subventions. On aura finalement donc 350, c'est le résultat qu'on a trouvé donc auparavant. Voilà. Voilà, donc passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc la première question consiste à calculer la valeur ajoutée de l'entreprise alpha. Voilà, dans cet exemple, on vous a donné donc un exemple simple pour calculer la valeur ajoutée. Donc par définition, la valeur ajoutée donc constitue ce qu'on appelle la véritable mesure de la contribution de chaque entreprise à la production totale d'un pays donné. Voilà, donc vous avez ici une définition, un petit rappel. Donc par définition, donc la méthode qui va nous permettre de calculer la valeur ajoutée, c'est très simple. Donc la production vendue moins la consommation intermédiaire. D'après l'exemple que vous avez, donc la consommation intermédiaire comprend les matières premières, les emballages, l'énergie, le transport et les publicités. Donc en plaçant chaque élément par sa valeur, on aura finalement donc une valeur de production évaluée à 1 million de dirhams moins 800 000 dirhams. Donc finalement on aura une valeur ajoutée de 200 000 dirhams. Voilà. Donc l'intérêt de la valeur ajoutée, donc nous avons d'abord, c'est un indicateur, comme je viens de l'expliquer, qui permet de créer la richesse individuelle de chaque entreprise. Voilà, c'est un indicateur également qui permet d'éviter la double comptabilisation, notamment en matière de taxation. Donc chaque entreprise calcule sa contribution et finalement il calcule de façon directe donc l'impôt correspondant, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée. Donc comme ça on évite la double imposition.
la double imposition ou bien la double comptabilisation. C'est également un indicateur qui permet d'effectuer des comparaisons inter-entreprises. Je pense que vous l'avez vu en management. Donc la valeur ajoutée constitue un indicateur de classification, des entreprises, un indicateur dimensionnel, autre que le chiffre d'affaires bien sûr, chiffre d'affaires, la taille, etc. Donc c'est un indicateur très pertinent qui permet donc d'évaluer, donc de classer les entreprises, ou bien de faire des comparaisons inter-entreprises. Voilà. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 3, donc à l'instar de l'exercice numéro 1, le travail demandé ici, donc c'est le calcul d'abord du revenu national selon les deux méthodes directes et indirectes, déjà expliqué précédemment. On ne va pas tarder ici, donc le revenu national est égal à l'ensemble des revenus, que ce soit le salaire, des intérêts ou bien des profits. Donc on aura donc un revenu national de 26 451. Voilà. Donc la question, bien sûr, la méthode indirecte, on l'a déjà vu auparavant, donc c'est pas la peine de tarder ici. Donc il faut calculer donc, la production intérieure brute, puis il faut ajouter donc les services non commercialisés. Donc comme ça on calcule le PIB, puis on ajoute la valeur des revenus extérieurs, on obtient le produit national brut au prix de marché, on doit retrancher l'amortissement et les impôts indirects, de subvention, et finalement on trouve le produit national net au coût des facteurs qui correspond au revenu national. Donc retenez bien cette formule-là, donc le revenu national donc, correspond parfaitement au produit national net au coût des facteurs. Voilà. Donc la question numéro 2 consiste à calculer la dépense nationale nette selon les deux méthodes. Donc vous savez, donc les revenus reçus par les agents font objet de deux utilisations principales, la consommation privée et publique, ainsi que l'investissement. Voilà. Donc ce dernier donc correspond selon une logique comptable et non économique à deux composantes principales. D'abord la formation brute du capital fixe, ou bien ce qu'on appelle l'investissement proprement dit, ainsi que la formation de stock qu'on peut définir comme l'ensemble des invendus pendant une année. Donc, voilà, donc on aura comme résultat, donc dans ce cas, donc là, on doit calculer d'abord la dépense nationale, donc, qui correspond, comme je viens d'expliquer, à la consommation et l'investissement, la consommation bien sûr publique et privée. L'investissement sera déflaqué en formation du capital fixe et la formation de stock. Voilà, donc le passage bien sûr du brut vers le net consiste à retrancher l'amortissement, donc on calcule la dépense nationale nette, donc la dépense nationale brute moins l'amortissement, et on trouve finalement donc la dépense nationale nette, donc qui va à 30 453. Voilà. Maintenant, donc selon la méthode indirecte, et bien sûr dans l'optique produit, donc il convient de rappeler que la dépense nationale nette peut être calculée à partir du produit ou bien à partir du revenu. Donc dans notre exemple, le calcul de la dépense nationale nette consiste dans un premier temps à calculer la production nationale brute qui comprend le produit national brut qui comprend la production intérieure brute ainsi que les services non commercialisés. Puis donc il faut tenir compte de la balance des revenus extérieurs et la balance commerciale, sans oublier bien sûr de retrancher les amortissements. Et donc c'est une remarque très très importante, car la dépense nationale est toujours calculée au prix des marchés bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle s'exprime toujours sur le marché. Donc la dépense s'exprime toujours sur le marché et son calcul doit être également réalisé en prix de marché. Donc on aura donc, vous le voyez sur le diapo, donc la dépense nationale nette est égale donc d'abord la production intérieure plus les services non commercialisés. Donc on doit ajouter également la balance des revenus extérieurs et la balance. Bien sûr, il faut ajouter donc les importations plus les revenus versés moins les exportations plus les revenus reçus moins les amortissements. Donc la première partie donc correspond à la dépense nationale. Donc lorsqu'on retranche les amortissements, on obtient donc la dépense nationale nette. Voilà. Donc c'est le même résultat qu'on a trouvé auparavant. Voilà, donc la question 3 consiste à calculer la carrière produit national brut dans les trois optiques. Commençons d'abord par l'optique produit. Pardon. Voilà, donc le produit national brut est égal au produit intérieur brut plus le solde des revenus extérieurs. Ce dernier donc correspond à la différence entre la production
des entreprises et des ménages nationaux à l'étranger d'une part, et la production des ménages et des entreprises étrangères à l'intérieur du pays. Voilà, donc juste une simple application. Donc la production intérieure est évaluée à 30 474, les services non commerciaux 33 000 et la balance des revenus extérieurs à 840. Finalement, donc le produit national pour le prix de marché donc 34 314. Voilà, dans l'optique revenu, on vient de l'expliquer tout à l'heure, donc le revenu national correspond au produit national net au coût des facteurs. Donc il suffit donc de passer du coût de facteur au prix de marché. Donc pour cela, il faut ajouter donc les intérêts, les impôts indirects nets de subvention. Voilà. On a déjà donc les impôts directs nets de subvention évalués à 4 230 net. Donc le passage du coût de facteur au prix de marché consiste à ajouter les impôts indirects nets de subvention, alors que le passage du prix de marché au coût de facteur nécessite là à retrancher les impôts indirects nets de subvention. Bien sûr, il faut donc le passage du net vers le brut consiste à ajouter les amortissements, donc on fait le travail en inverse. Voilà, donc c'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant l'optique d'abord il convient d'abord de calculer la dépense nationale brute à partir de la dépense nationale nette en ajoutant les amortissements. Par la suite, on doit donc tenir compte de la balance commerciale et de la balance des revenus extérieurs. Voilà, donc on trouve donc finalement donc le produit national, c'est le même résultat. Donc d'abord calculer la dépense nationale brute, donc c'est la dépense nationale qu'on a déjà calculée, on ajoute les amortissements, puis en tenant compte de la balance des opérations courantes, c'est-à-dire la balance commerciale et la balance des facteurs extérieurs. Donc on trouvera finalement, donc on va trouver finalement donc le produit national brut. Donc vous allez remarquer que on a vérifié le même résultat par les trois méthodes. Voilà, donc la question 4, consiste donc à comparer les ressources de cette économie, c'est-à-dire son produit national brut et ses emplois, c'est-à-dire la dépense nationale brute. Donc afin bien sûr de déterminer donc la situation de cette économie. Or, dans ce cas, le produit national brut est supérieur à la dépense nationale brute, on peut donc conclure que cette économie dégage un excédent de financement dont le calcul peut être réalisé à travers de, bien sûr sans vérification, peut être réalisé à travers de la méthode. Voilà, donc le solde de la balance des opérations courantes dans notre situation correspond à la différence entre d'une part les exportations et les revenus reçus et de l'autre part les importations et les revenus versés. Donc dans cette économie, donc ce solde est en positif, on peut dire donc que il s'agit d'une économie qui dégage un excédent de financement. Cet excédent peut être est prêté au reste du monde et figure donc dans ce qu'on appelle le solde des transferts et prêts. Donc vérification, donc on peut faire la vérification selon deux méthodes. Le solde des transferts est prêt, donc c'est-à-dire les exports, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, les exportations plus les revenus reçus moins les importations plus le revenu versé, ça va donner plus de 137. Donc on peut trouver le même résultat, à travers la différence entre le produit national brut et la dépense nationale brute, donc plus de 137. Donc c'est un excédent de financement. Voilà. Donc l'exercice numéro 4, se rapporte au circuit économique. Donc, comme vous le voyez sur le diapo, donc ce circuit comprend deux secteurs institutionnels, à savoir les ménages et les entreprises. Voilà, donc si on analyse ce circuit, on peut constater, d'abord il faut rappeler que les flèches qui sont en rouge représentent des opérations monétaires ou bien financières. Les flèches en blanc représentent des flux, des flux réels. Donc en rouge c'est les flux monétaires, en noir c'est les flux réels. Donc nous avons deux secteurs institutionnels, les ménages et les entreprises, deux marchés, le marché des biens et services et le marché des facteurs de production. Donc le revenu total, c'est-à-dire 1000 reçu par les ménages à deux destinations. Première destination, c'est la consommation, les dépenses de consommation effectuées sur le marché des biens et services. L'épargne, bien sûr, sa destination, c'est le marché des capitaux. Donc cette épargne sera acheminée intégralement
dans l'acquisition des biens de production sur le marché des biens et des services dans le cadre de l'investissement. Donc on aura par la suite donc le total de l'investissement plus la consommation sera acheminé vers les entreprises, donc en tant que valeur totale de la production. Voilà, donc ce circuit économique donc permet de dégager, si vous voulez, trois égalités. Voilà, la première égalité, c'est que la richesse créée par cette économie est distribuée à l'ensemble des agents ayant contribué à la création de cette richesse, que ce soit sous forme de salaire, de profit ou bien d'intérêt. Donc, première égalité, donc la somme des revenus est égale à la valeur de la production totale. Donc, les revenus étant reçus par les différents agents seront que ce soit une partie consommée sur le marché des biens et services, une partie épargnée. Donc, l'épargne sera bien sûr acheminée vers le marché de capital. Donc, la production, donc deuxième égalité, pardon, donc la somme des revenus est égale à la consommation plus l'épargne. Donc, troisième égalité, donc la production également qui revient aux entreprises correspond que ce soit à la consommation des ménages ou bien l'investissement qui correspond à l'acquisition des biens, d'équipements sur le marché des biens et services. Donc, c'est la troisième égalité. Voilà, donc on peut vérifier donc l'équilibre comptable sur ce marché. Donc le revenu total est égal à la consommation plus l'investissement, c'est-à-dire 800 plus 200 égale 1000. Donc on peut trouver le même résultat à travers la deuxième réalité, c'est-à-dire le total des revenus est égal à la consommation des ménages plus la partie épargnée, c'est-à-dire la partie non consommée, c'est-à-dire 200. Donc on aura donc comme conclusion, donc l'investissement est égal à l'épargne égal à 200. Donc lorsque vous avez cette égalité entre les injections et les fluides, on peut conclure directement que le circuit est en boucle. Donc le circuit est débouclé. Si le revenu distribué est utilisé à l'achat de la totalité des biens services, il n'y aura pas de fuite. De plus, il n'y a pas de déséquilibre entre l'épargne et l'investissement. Donc c'est la condition d'équilibre. Donc voilà, donc le fait qu'un circuit soit bouclé, c'est-à-dire que la totalité des injections est égale à la totalité des fuites. Ici, donc les injections, c'est l'investissement, l'injection sur le marché des biens et services, les fluides, c'est-à-dire les sorties qui vont être, c'est-à-dire la partie non consommée par les ménages qui sera destinée au marché de capitaux, et par la suite acheminée vers le marché de biens et services sous forme d'investissement, c'est l'épargne, donc est égal à 200. Donc la totalité des injections est égale à la totalité des fluides, donc on peut dire que les conditions d'équilibre sont respectées. Voilà, donc le circuit donc, qui correspond à l'exercice numéro 5, presque c'est le même raisonnement, sauf que ici vous avez 4 agents, à savoir les ménages, les entreprises et le reste du monde. Il s'agit donc d'une économie ouverte sur l'extérieur. Avec l'extérieur, bien sûr, il y a des relations d'exportation et d'importation. Il faut faire attention qu'il s'agit ici donc des flux monétaires. Donc vous allez remarquer que le flux correspond aux exportations, c'est un flux entrant vers les entreprises, c'est-à-dire c'est un flux monétaire, c'est-à-dire la contrepartie des biens et services exportés. Donc l'inverse, en ce qui concerne les importations, c'est un flux sortant, c'est-à-dire la valeur des biens et services importés. Vous avez donc un flux qui va des entreprises vers l'État sous forme de l'État vers les entreprises sous forme de dépenses publiques. Voilà, en ce qui concerne l'État, les principales ressources de l'État, c'est des impôts. Ces emplois ici, dans cet exemple, comprennent les dépenses publiques et les transferts qui sont octroyés aux ménages. Voilà, les ménages reçoivent un revenu total de 1100 dont l'utilisation sera comme suit. Donc une partie consommée de 700, une partie épargnée de 200. Voilà, donc l'épargne sera acheminée vers le marché de capitaux. Donc vous remarquez qu'il y a une égalité entre épargne et investissement. Voilà, vérifions donc les conditions d'équilibre sur ce marché, donc l'équilibre entre l'offre globale et la demande globale. Donc l'offre globale comprend la consommation, l'épargne, les transferts nets. Par transfert net, on entend bien sûr la différence entre les impôts et les transferts reçus. Voilà, donc la demande globale comprend la consommation, l'investissement, les dépenses publiques et l'exportation.
Voilà, on retranche la consommation des deux parties. Vous avez ici donc la consommation à gauche et la consommation à droite. On aura donc épargne plus transfert net plus importation égale investissement plus dépenses plus exportation. Vous remarquez bien que l'offre globale est inférieure à la demande globale, donc on peut dire ici donc il s'agit d'un écart inflationniste puisque l'offre est inférieure par rapport à la demande, bien la demande dépasse l'offre globale. Donc dans ce cas, on peut dire qu'il s'agit d'une économie non équilibrée au niveau comptable. Donc là, comme le suggère Keynes, donc l'État doit intervenir. Donc l'État doit intervenir dans le cadre d'une politique, ce qu'on appelle politique de déstabilisation. Donc stabilisation, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation. Voilà, donc tout simplement pourquoi? Parce que les fuites sont moins importantes que les injections. Dans ce cas, l'État peut intervenir à travers que ce soit la réduction des dépenses publiques ou bien l'augmentation des impôts. Voilà donc au terme de cette brève présentation, je tiens à vous remercier pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.